On va reprendre et je vais donner tout de suite, donner la parole à la directrice de Politis, à Agnès Rousseau. Donc je suis Agnès Rousseau, je suis directrice de Politis depuis 2 ans. J'ai aussi coordonné un média qui s'appelle Basta Mag. Je sais pas trop quoi vous dire parce que je sais pas ce qu'ont dit les autres avant. Moi, je peux vous présenter en quelques mots Politis, même si je pense que vous connaissez bien Politis. Donc c'est un hebdomadaire généraliste 100% indépendant. Donc là, on a une nouvelle maquette qui est sortie il y a 15 jours. Non, oui, il y a 2 semaines à peine. On a donc un nouvel hebdo, un nouveau site internet qui renouvelle un peu l'hebdo qui existe depuis 35 ans. On va fêter nos 35 ans en janvier. Que vous dire sur Politis? On a un leitmotiv, un nouveau leitmotiv, même si on dit toujours qu'on est indépendant et engagé. Là, on a un nouveau slogan qui dit défricher les idées, nourrir les combats. Ça nous semble être quelque chose d'essentiel pour la presse indépendante et aussi sans doute pour la gauche. Donc défricher les idées, c'est de dire qu'on a besoin de médias indépendants qui soient des creusets, des lieux de débat entre différentes conceptions, notamment de la gauche par exemple, des analyses qui vont faire un peu le contre-pied, aller explorer et défricher des nouvelles contrées, que ce soit aussi un lieu d'élaboration politique, de débat entre des composantes de la gauche, de l'écologie, des mouvements sociaux. Ce qui est vraiment l'héritage de Politis depuis ses origines. Donc on essaye de faire vivre ça, défricher de nouvelles idées, ce dont on estime que la gauche, l'écologie et les mouvements sociaux ont besoin d'avoir cet espace-là de débat. Et puis nourrir les combats, c'est aussi poser des choses, des convictions fortes de journalistes engagés qui on est convaincus nous qu'il n'y a pas d'avenir possible sans rupture franche avec le consumérisme, le productivisme, le capitalisme, sans partage des richesses et sans prise en charge radicale et immédiate du péril écologique. Et donc c'est ça qu'on fait vivre dans nos colonnes. Avec l'idée aussi de donner de l'écho à tous celles et ceux qui essayent justement de trouver des alternatives et d'apporter des réponses crédibles à ces défis majeurs. On défend un journalisme d'impact qui vise à peser dans le débat public, même si on est conscient que on n'est pas assez fort pour peser de manière importante face à ce qui est en face, la presse, une certaine presse qui pour nous est un problème aujourd'hui. Je vais juste parler en disant que ces médias indépendants là, ils sont évidemment essentiels et puis que on est peu nombreux, on est assez fragile et on est souvent dans des conditions économiques assez précaires. C'est aujourd'hui une de mes préoccupations majeures. Donc déjà assurer la survie de Politis évidemment. Donc vous avez des numéros au fond de la salle là-bas. Donc n'hésitez pas. Il y a des offres cadeaux, etc. Je vais pas vous faire la promo, mais évidemment on compte sur des gens pour s'abonner, pour faire vivre le titre. Et puis tout l'écosystème de la presse indépendante. Et donc on se bat aussi au quotidien pour monter des projets collectifs, des mutualisations, des projets qui vont soutenir l'écosystème dans son ensemble de la presse indépendante, parce que c'est essentiel de faire vivre cette presse-là. Quand je disais on est en opposition à une autre presse, c'est évidemment la presse, évidemment l'extrême droite c'est une évidence, mais aussi la presse des milliardaires. On le répète suffisamment souvent et moi je dis des chiffres que je martèle à chacune de mes interventions, mais 91% des quotidiens généralistes nationaux sont entre les mains d'une petite dizaine de milliardaires, 91%, donc vous imaginez bien qu'il reste plus grand chose à côté, et c'est aussi 44% de l'audience télévisuelle qui est entre les mains de 3 milliardaires, Bouygues, Bolloré, Drahi. Ça veut dire que sur chaque heure de télévision qui est regardée aujourd'hui en France, 26 minutes de télévision est fournie par des médias, par ces médias-là, par ces ces médias qui appartiennent à ces 3 milliardaires. On l'a vu, c'était quelque chose qui était évidemment, qui n'est pas neuf, mais qui a été vraiment dévoilé, je pense, au niveau du grand public ces dernières années, et notamment avec le raid idéologique et politique qu'a mené Vincent Bolloré sur une partie de la presse, en servant de rampe de lancement à un candidat xénophobe, Éric Zemmour. Donc cette donnée-là, elle est un tout petit peu plus connue aujourd'hui du grand public, mais elle reste encore
pas assez prise en charge à la fois par les militants, par les mouvements de gauche et évidemment par le grand public. Et si je pouvais parler du lien qu'il peut y avoir entre presse indépendante et gauche, alors évidemment, ce que je disais tout à l'heure, la presse indépendante, elle a à rendre compte de ce qui se passe à gauche, à la fois dans ses questionnements positifs et aussi dans ses limites. Elle a aussi à servir de creuset et de lieu de débat pour cette gauche-là. Mais elle a aussi des attentes vis-à-vis de la gauche, et notamment sur la question de faire vivre une presse pluraliste et libre. Et aujourd'hui, il y a besoin de politiques publiques qui défendent le pluralisme de la presse, parce que le pluralisme de la presse, c'est la condition de base pour aussi une bonne santé de notre démocratie. Et aujourd'hui, il y a beaucoup de choses à faire. Alors, je sais qu'il y a eu des lois qui ont été proposées ces dernières semaines à l'Assemblée nationale pour le pluralisme de la presse. Mais en tout cas, il reste beaucoup de chemin à faire. Et si j'avais une invitation à vous faire, vous, en tant que militant politique, ce serait de travailler sur ces questions-là, qui sont, je trouve, encore insuffisamment travaillées, notamment dans les partis politiques, dans les mouvements politiques. C'est que faire face à la concentration de la presse entre les mains de quelques milliardaires. Il y a des propositions qui ont été faites par des collectifs. Moi, je fais partie d'un collectif qui s'appelle Stop Bolloré, par exemple, qui vise justement à diminuer l'influence de Bolloré, à dévoiler cette influence-là dans l'espace public. Il y a le SPIL aussi, qui est le syndicat de la presse indépendante. Il y a des collectifs comme Informer n'est pas un délit, qui regroupent des journalistes d'investigation qui travaillent aussi sur ces questions-là, notamment sur les questions de censure, de poursuite bâillon. Et toutes ces propositions-là, elles ont à rencontrer à un moment donné les mouvements politiques et les partis politiques pour justement arriver à se dire qu'est-ce que serait le programme de la gauche, d'une gauche au gouvernement, vis-à-vis de la question de la concentration de la presse. Et on sait que c'est un sujet extrêmement compliqué, puisque quand on voit le rouleau compresseur qui est en face, c'est pas évident pour des candidats de prendre position à un moment donné contre une certaine presse, même si évidemment certains le font, mais c'est évidemment quelque chose de qui est pas simple. Et en tout cas, d'avoir un programme et des propositions construites, partagées collectivement, débattues collectivement sur la question de la concentration de la presse est très très important. Il y a notamment une loi anti-concentration qui date de 1986 et qui est totalement obsolète parce qu'elle prend pas en compte le web, par exemple, elle prend pas en compte la presse magazine, elle prend pas en compte les intégrations verticales, notamment tout ce qui est box de diffusion qui sont aujourd'hui entre les mains des acteurs de la téléphonie ou les sociétés de production, etc. Enfin, je ne vais pas vous faire le détail de cette loi, mais en tout cas, elle est obsolète aujourd'hui. Il y a des choses qui sont à réviser fortement aussi au niveau des aides à la presse, qui sont en grande partie dirigées vers la presse qui est entre les mains de ces milliardaires-là. Donc de donner une conditionnalité aux aides à la presse pour que les pouvoirs publics soutiennent plutôt la presse indépendante que la presse qui est détenue par des marchands d'armes ou des entreprises du luxe, par exemple. C'est des choses qui sont évidemment tout à fait essentielles et sur lesquelles il va falloir retrousser les manches et travailler tous ensemble, à la fois les gens qui sont des acteurs de la presse et puis les mouvements politiques, courants politiques et partis politiques. Voilà, je sais pas si je peux... Merci beaucoup Agnès. On va continuer dans le genre figure de la gauche de résistance et de la presse de résistance en donnant la parole à Daniel Mermet, qui est le représentant, s'il en est, de là-bas si j'y suis. Vas-y Daniel. Merci. Ça marche. Ouais. J'aurais pu dire exactement tout ce que vient de dire Agnès. On se connaît depuis longtemps et j'ai beaucoup admiré leur site Basta. Voilà, c'est vrai que là-bas, si j'y suis, fait la même chose, dit la même chose, et a les mêmes projets, les mêmes conditions, les mêmes difficultés. On m'a dit, tu sais, rends pas trop hommage à Philoche, mais je tiens quand même à rendre hommage à Philoche, que je connais depuis longtemps, et surtout à Françoise pour son pot-au-feu. Je voulais quand même dire les choses carrément. Je voulais dévoiler un peu les choses vachement importantes. Mais moi, si vous voulez, puisque tout a été dit par Agnès sur le paysage médiatique, sur les difficultés
héroïque des médias dits alternatifs, dont vous avez un exemplaire là, et tous les combats que ça représente, sur le fait que c'est vraiment, on fait tous on peut appeler un sport de combat. Mais je voudrais faire une critique des médias de gauche, dans leur, y compris celui que j'anime depuis 33 ans, dans notre incapacité à réaliser, à animer des médias populaires de gauche. Il n'y a pas de médias populaires de gauche en France. Les médias populaires en France sont tous de droite ou d'extrême droite. Et à gauche, on a d'excellents médias, le Diplo, le Mediapart, Regard, etc., mais qui sont tous faits par des Bac+3 pour des Bac+3. Et lorsque surgit un phénomène comme les Gilets jaunes, tout ce monde-là est très perdu, c'est pas très bien de quoi il s'agit, et c'est pas très bien comment, parce que le contact n'existe plus. Ça fait très longtemps, qu'il n'y a pas de médias de gauche en France. Le dernier que j'ai connu, c'est quand j'étais gamin. C'était un quotidien qui s'appelait L'Humanité. Et effectivement, les gars le mettaient dans leur poche. C'était populaire. Bon, il y avait le portrait de Staline à la une, mais enfin, c'était quand même... Ça existe toujours, l'Humanité. Oui, mais ça fait partie des Bac+3, si tu veux. On peut pas parler d'un média populaire. On a pendant 25 ans sur Inter, là-bas, si j'y suis, a été une émission grand public. Populaire, c'est peut-être un peu ambitieux, mais en tous les cas, grand public. Et ça a été vraiment une grande histoire. Donc là, il y a vraiment une carence, et je crois qu'il faut en avoir conscience. Ça, c'est un premier point. Un autre point, de la presse en général et de la presse de gauche aussi, c'est, vous savez, il y a cette formule à la fin des journaux télévisés qui dit « Et maintenant, en bref, le reste du monde ». Vous savez, il y a toujours un petit truc, tout d'un coup, oh, il y a une petite nouvelle quelque part. On s'intéresse plus du tout au reste du monde en France. La France, 1%, moins d'1% de la population mondiale, est en train de s'enfoncer, de s'étouffer littéralement dans son nombril, avec ses problèmes, ses soucis, ses questions, et on ne sait plus du tout ce qui se passe ailleurs. Et ça, c'est quand même un souci. La réponse, la raison, elle est connue. C'est que c'est du boulot. D'abord, les reportages au loin et les correspondants à entretenir au loin, c'est coûteux et c'est difficile. Et puis ensuite, effectivement, il faut faire des gros efforts pour intéresser le public à ce qui se passe ailleurs. Mais ça fait partie des devoirs et de la mission des médias. Et là, il y a vraiment la mondialisation, c'est le contraire du monde, quand on ne sait pas du tout ce qui se passe ailleurs. Un autre point que je peux évoquer, comme ça j'y pensais en venant, c'est aussi l'internationalisme. Ça suit un peu ce que je viens de dire là. C'est-à-dire que, puisqu'on ne s'intéresse pas au reste du monde, on risque pas de s'intéresser beaucoup aux luttes et aux désastres dans le reste du monde. En ce moment, par exemple, au Kivu, qui est la région nord-est de la République démocratique du Congo, vous avez une guerre qui a repris, qui n'a pas cessé depuis 96, qui a fait entre, on ne sait pas, 6 ou 8 millions peut-être de morts depuis 96, et on s'en soucie pas du tout. Et pourtant, dans tous nos téléphones, il y a quelques grammes de coltan qui viennent de ces régions. Et il y a très très peu, on s'intéresse beaucoup à l'Ukraine, c'est très bien, mais on s'intéresse pas du tout, par exemple, à ce genre de choses. Une dernière observation que je peux faire, on a une vague féministe actuellement et qui évidemment est très passionnante, très perturbante aussi, il faut dire, comme la précédente d'ailleurs. Mais elle reste là aussi cantonnée à la France, à notre petit hexagone. Je me souviens de Gisèle Halimi qui avait le projet de faire un mouvement féministe européen. Est-ce que vous savez ce qui se passe pour les femmes en Afghanistan ou dans d'autres pays du monde? On a fait des reportages là-bas. On était revenus complètement consternés. On avait appelé ça un génocide, GY.
et j'ai pas connaissance, mais je veux bien apprendre, hein, si vous voulez, qu'on ait une internationale, si vous voulez, féministe, à laquelle d'ailleurs les bons hommes feraient bien de participer, hein. Mais je vois pas non plus ce genre de choses. Si vous voulez, je crois que dans nos médias et dans nos médias de gauche, pour des raisons qui sont dues à des impératifs financiers et des impératifs aussi d'audience et peut-être de méconnaissance, on se rétrécit, on s'enfonce dans nos nombrils. Voilà. C'est quelques petites observations, étant entièrement d'accord avec tout ce que vient de dire Agnès. Alors à part ça, bon ben voilà, animer un site comme nous le faisons aujourd'hui, c'est un sport de combat, c'est difficile, mais enfin il n'y a pas rien non plus, hein, il n'y a pas rien non plus. Il existe des médias de gauche qui se battent, qui existent, qui font quand même leur boulot. Une dernière chose que je voudrais évoquer aussi, puisque j'ai passé quand même 35 ans à Radio France, c'est la suppression de la redevance. Je pense que ça a été évoqué. Et ça, c'est particulièrement catastrophique, puisque ça a été dit, hein, je crois que ça, voilà. Mais ça s'est fait assez. Ouais, c'est quand même un impôt symbolique, hein, qui a fait que le public qui suit ces émissions se sentait un peu propriétaire de Radio France, responsable. Vous ne pouvez pas dire ça puisque c'est une radio qui nous appartient un peu puisqu'on la paye avec nos impôts. Et c'était valable aussi, enfin ça reste valable aussi pour les personnels à l'intérieur de la maison qui se sentent qui ont la noblesse un peu du service public, quoi. Je crains que ce soit remis en cause et que ça fasse partie d'une possible, même si les résultats de Radio France sont bons en audience, notamment de France Inter, ce qui me réjouit tout à fait. Moi, je reste un militant du service public, mais je pense que là, il y a une menace importante. Voilà, quelques petites réflexions un peu en vrac. Merci. Voilà. Merci Daniel. Alors, juste, je vais me permettre, je devais pas vraiment prendre la parole, mais je vais quand même me permettre d'approfondir ce que vient de dire Daniel sur les deux points, sur la question internationale et sur la question du caractère populaire en fait de nos médias et du manque de populaire en fait de nos médias de gauche. D'abord sur l'international, je suis complètement d'accord avec ce que vient de dire Daniel parce que en fait précisément, je pense, ce qui nous manque à la fois dans la presse, mais aussi dans la gauche politique et dans la gauche des idées, c'est la possibilité en fait d'avoir une grille de lecture du monde qui soit en gros satisfaisante et qui nous permette en fait d'avoir un horizon. Aujourd'hui, enfin je veux dire quand on regarde, je sais pas, moi j'écoute souvent un monsieur qui s'appelle Bertrand Badi qui est censé m'expliquer le monde et force est de constater que la façon dont il explique le monde aujourd'hui est un peu obsolète. Je veux dire, quand on voit Vladimir Poutine qui attaque avec des chars l'Ukraine, on se dit merde, genre la grille de lecture qui dit que les sociétés prennent le pas sur les États, etc., qu'il y aurait plus de guerre comme avant, d'invasion, etc., est un peu mise à mal. Et c'est pour ça que je pense que c'est particulièrement important ce que dit Daniel, l'international des peuples, l'international de la gauche, qui aujourd'hui, franchement, n'existe plus vraiment, hein, enfin, ni au niveau de la presse, ni au niveau de la gauche politique, syndicale et des luttes, elle est particulièrement importante précisément pour nous offrir un horizon et une grille de lecture qui pourrait aussi nous servir dans nos luttes en France, parce que j'entends ce que dit François tout à l'heure sur le protectionnisme, et lui il le voit comme étant une alternative au libre-échange. Très bien, enfin pourquoi pas, mais le problème c'est que c'est pas du tout comme ça, à mon sens, qu'on peut, enfin c'est une partie peut-être de la solution, mais c'est certainement pas une solution clé en main qui permettra de résoudre aujourd'hui tous les désordres qui sont souvent des désordres mondiaux. Et sur la question du populaire et du problème que on n'est pas des médias très populaires, peut-être, je sais pas si c'est marrant ou je sais pas en fait ce qui nous manque en fait pour être vraiment pour casser le plafond de verre qui aujourd'hui fait que en gros, on est de niche, hein, quand même, tous, chacun dans notre coin. Je pense qu'on a un problème,
Alors moi, surtout que je le vois à l'aune de ma revue Regard, c'est que très souvent, on peut parler, on parle des luttes dans un coin, il y a des reportages, il y a tout ce que vous voulez, des luttes, et puis parfois on parle de politique politicienne, et là on est omnubilé en fait par des questions stratégiques qui sont pas inintéressantes en soi, mais sur lesquelles on peut pas non plus passer l'essentiel. Quand on parle de politique, on ne peut pas parler que de stratégie, que de savoir si, comme c'est le cas par exemple aujourd'hui dans les partis politiques, vous voyez, il y a des congrès, il y a le congrès du Parti communiste, le congrès d'Europe Écologie Les Verts, le congrès du Parti socialiste, et les seules questions qu'on se pose, c'est est-ce qu'ils vont, dans quelle mesure ils ont envie d'être dans la NUPES ou pas, etc. Je pense que le problème est un peu plus profond que ça. Il faut que aujourd'hui, on me redonne une définition qui soit actuelle et contemporaine de ce que c'est que le communisme, de ce que c'est que le socialisme, de ce que c'est que l'écologie politique. Et aujourd'hui, je suis désolé, mais je n'arrive pas en fait à voir les prémices de la réflexion sur ces sujets-là. Et je pense que en tant que média, on doit essayer d'aller chercher les politiques qu'on interroge ou les responsables syndicaux, parce que il y a aussi le congrès de la CGT et c'est à peu près les mêmes problèmes qui sont posés aujourd'hui à la direction sortante. Il faut qu'on aille leur dire bon, ok, d'accord, il y a vos trucs stratégiques, savoir si vous êtes dans la NUPES ou si vous êtes je sais pas quoi, mais genre c'est quoi en syndicat en 2022 ou en 2023 ou en 2030. Et donc voilà, donc je souscris totalement à l'analyse de Daniel. Alors après, moi je finirai là-dessus. Moi, il s'avère que je suis aussi salarié d'une grande chaîne qui appartient à un milliardaire de BFM TV et que c'est très particulier comme endroit. Je le vois en complémentarité, bien sûr. Enfin, même pas en complémentarité. Enfin, pour moi, c'est juste un endroit. J'ai mis le pied dans la porte et puis je dis ce que je veux sur les plateaux. Comme Daniel était tout à l'heure, disait qu'il était attaché à France Inter, ce que je peux comprendre, et au service public. Moi, je suis attaché à notre existence aussi en tant que presse, qu'observateur et que commentateur de la vie politique dans ces espaces-là, qui ne sont pas des espaces en fait où on les accueille les bras ouverts, où on détermine c'est pas moi qui fais comment ça s'appelle, les problématiques. Je veux dire, on me dit maintenant avant-hier, je devais parler de la maladie de Céline Dion. C'était un peu genre bon, j'étais là genre sur le plateau, qu'est-ce que je fous là pour parler de la maladie de Céline Dion, mais bon, j'essaie quand même de rendre ça un peu intéressant. Mais je pense qu'il faut qu'on investisse collectivement. Mais ce que je veux dire, c'est que ce sont des espaces, on a nos médias, certes, mais il faut aussi qu'on envisage dans une stratégie un peu entriste de rentrer dans ces espaces-là. C'est hyper difficile. Je sais pas dans quelle mesure il faut que on se concerte collectivement en fait pour savoir est-ce qu'on a le droit d'aller sur BFM, est-ce qu'on a le droit d'aller sur CNews ou touche pas à mon poste ou je sais pas quoi. Mais on a le droit de dire non. On peut dire non, tout ça, toutes les chaînes des milliardaires, il faut les boycotter de A jusqu'à Z. Mais comme le rappelait Agnès, hélas aujourd'hui, c'est eux qui font la majorité de l'audience, c'est eux qui créent l'info, c'est eux qui aussi aiguillent les sujets politiques sur lesquels ensuite à gauche on va s'écharper. Donc je pense que on doit aller dans ces espaces-là avec à reculons, avec sans arrêt se poser la question de se dire merde, est-ce que j'y vais pas juste pour qu'on voit ma gueule à la télé ou je sais pas quoi. Mais il faut qu'on se la pose et qu'on se la pose collectivement. Et voilà, moi je balance ça. Si quelqu'un a une réponse là-dessus, est-ce qu'il faut aller par exemple sur BFM, sur CNews ou je sais pas quoi? Oui, là il y a 2 réponses. Si vous voulez, je vous donne parce que là c'est bien parce que vous êtes un peu représentatif de toute la gauche dans toutes ses composantes et j'ai rarement l'occasion en fait de poser cette question collectivement, donc je vous la pose. Je sais pas comment tu as fait pour être invité à BFM. Mais nous, à Ciné Mensuel, tiens, justement, on parlait de l'international, on a 4 pages sur le Liban ce mois-ci. On n'apportant pas un rond, on l'a fait, enfin c'est Véronique Brocard qui l'a fait en l'occurrence. Mais nous, personnellement, on est strictement jamais invités. Voilà, c'est simple. Pas un mot, on vous tue. Alors toi, je sais pas, Regard aurait peut-être bien vu d'eux, mais sinon il faut y aller, bien sûr. Moi, je voulais juste dire, parce que j'ai une expérience personnelle dans le domaine, que on peut toujours y aller. On met pas hyper longtemps à s'apercevoir que si on apporte une parole un peu différente, un peu décalée, on met pas très très longtemps à être viré quand même. Soit on a une parole un minimum orthodoxe, même en se donnant des airs et en faisant des plaisanteries et tout, mais au bout d'un moment, on vient vous voir et on vous dit, tu sais, ce que tu racontes, ça fait un peu chier tout le monde. Ça fait chier qui? Les animateurs. Moi, c'est ce qu'on m'a dit.
Donc, s'adapter à ce terrain-là, au bout, ça met pas très longtemps à ne pas fonctionner. Je veux dire, ça reste-y aussi longtemps que tu peux, parce que je crois qu'en revanche, de l'autre côté de la caméra, chez les gens, ce qu'on arrive à glisser de temps en temps comme phrase, ça passe très bien et c'est très très reçu, très écouté. En revanche, toi, en tant que personne, c'est pas très évident. Hein. Voilà. Mais bravo. Hein. Je ne ferai pas longtemps. Quelqu'un d'autre? Non. Oui, ça m'a fait penser, cette réflexion, aussi à la même question que nous, Boliviens, nous sommes donnés, parce que je vous racontais tout à l'heure que nous avons vécu un coup d'État, mais que je n'ai pas expliqué parce que je voulais pas m'étaler. C'était par exemple, quel était l'intérêt aussi de l'international pour soutenir, parce qu'il y a eu, par exemple, l'Union européenne, même Trump, qui a reconnu tout de suite ceux qui se sont autoproclamés en Bolivie pour perpétrer aussi les coups d'État. Il y a eu, par exemple, nous nous sommes posé la question, est-ce que nous allons rester sur Facebook? Alors que Facebook nous interdisait descendre nos pages, que nous on essayait à l'intérieur de Facebook, alors qu'on savait qu'eux ils contrôlaient. Il y avait Janine Áñez, celle qui s'autoproclamait, qui avait créé plusieurs comptes faux avec des robots qui étaient là pour nettoyer son image. Pareil sur Twitter, plus de 60 000 nouveaux comptes ont été créés et nous on est restés. Je n'étais jamais sur Twitter. En 2019, je me suis abonnée à Twitter et je suis là. Donc, je partage un peu comment dire, ta tentative de, à l'intérieur, glisser des mots, apporter peut-être à la réflexion. Je pense que oui, il faut les boycotter. Je suis d'accord avec ma camarade parce que c'est vrai que des fois, entre nous-mêmes, on se demande est-ce qu'on reste sur Twitter maintenant, que maintenant aussi, il y a Elon Musk qui est le propriétaire. Elon Musk, pour ceux qui ne savent pas, aussi, c'est le patron de Tesla. Il fabrique des voitures. Maintenant, toute l'Europe aussi va changer les parcs automobiles à l'électricité. Et pour ceux qui ne savent pas, la Bolivie détient la première réserve mondiale. Je peux dire que je vais pas le dire que c'est une chance parce que malheureusement c'est à cause de ce lithium. Nous subissons plusieurs tentatives de coup d'État. C'est déjà de 2019. La première chose que se sont attaqués, c'est à défaire les contrats que le gouvernement de Evo Morales avait fait. Là, récemment, avec la crise énergétique qu'il y a en Europe, la guerre en Ukraine, nous ici, qui habitons en France, nous subissons la hausse des prix. Mais là, en Bolivie, ça à nouveau, en 2 ans que nous avons récupéré la démocratie, que nous avons un nouveau gouvernement de gauche en Bolivie, nous avons suivi déjà 2 tentatives de coup d'État très violentes, et donc les grands médias, et ils sont tous leur armée. Il y a les grands médias qui, pour lesquels ils vont véhiculer, par exemple, leurs messages racistes, fascistes contre un gouvernement indigène en Bolivie, ou contre les discours de souveraineté, on est des entreprises d'État en Bolivie, donc nous avons tout un arsenal de médias contre nous. Et malheureusement, de l'intérieur de Facebook, Twitter, nous devons, je pense que faut les boycotter, mais aussi de l'intérieur, quand on peut, faut aussi lutter. Merci. Merci beaucoup. Merci. On va donner la parole à qui? Là-bas. Gérard me fait un signe. On reprend peut-être le débat. Oui, bien sûr. Continue bien sûr, plus exactement, puisque oui, ça reste les mêmes le questions. Moi, je sais pas, j'avais envie de donner la parole à un réseau qui a l'internationalisme chevillé au corps. Ça serait les camarades d'ensemble. Je pense que la transition est quand même toute trouvée. On est content de t'accueillir, Laurence, toi les camarades d'ensemble, puisque comme à l'SGDS, vous voulez construire la NUPES, vous voulez réorienter la gauche sur les questions sociales, écologiques, en rupture avec le libéralisme. Comme nous, et je pense qu'on peut aussi dire comme génération, vous posez la question de votre propre dépassement dans une force qui pourrait permettre d'aider à construire encore plus la NUPES. Donc, à toi la parole. Et vraiment, merci. Merci, mais t'as déjà tout dit, hein. Mais d'ailleurs, on ne doit pas faire d'hommage à Gérard, mais régulièrement, il nous propose le mariage. Alors déjà, j'apprends des choses avec Ruffin tout à l'heure. J'apprends des choses sur le pot-au-feu. Je vais être jalouse, Gérard. Après, on est effectivement ensemble. C'est un mouvement pour une alternative de gauche écologiste et sociale. Il est né à l'époque du Front de gauche. C'était déjà une tentative unitaire dont on n'a jamais fait le bilan. Déjà aussi un assemblage effectivement très large. Je pense qu'à peu près toutes les origines de la gauche sont présentes dans Ensemble, ce qui nous occasionne quelques débats sympathiques. C'est pour ça d'ailleurs qu'on a mis une organisation qui a comme vocation un processus au consensus.
le vertical, l'horizontal, moi j'ai tout compris. Hein. Alors je fais partie comme beaucoup de gens du Front de gauche, pour la petite histoire, qui étaient encartés nulle part. Donc j'ai appris les trotskistes, les communistes, les altermondialistes, les autogestionnaires, les écologistes dissidents, les socialistes dissidents, enfin tout ça, tout cela. J'espère que je suis bien hybridée, voilà. Et on souhaite le continuer. Et donc du coup pour la NUPS, c'est pas tout à l'heure, je sais plus. C'était plus un réflexe de survie des appareils, hein, cette affaire-là. Hein. C'est le monde classique qui était revenu là à la suite du Covid, quand même. Donc quand on dit qu'on veut le construire, en fait, faudrait peut-être le déconstruire et le reconstruire, en fait, finalement. Et le construire plutôt par la base, si on peut, quelqu'un disait tout à l'heure dans les territoires, c'est peut-être ça. En tout cas, c'est localement, dans toutes les luttes, de se reparler, de se re-rencontrer, de remiliter ensemble, de faire des choses ensemble, tout simplement. Et en premier lieu, entre militants de différentes bases, et c'est ce qu'on essaye de faire modestement. Et en plus de ça, ça suffira pas. On l'a dit sur l'international, tu en parlais, évidemment, ensemble, on est très impliqués là-dedans. Qu'est-ce qu'on se sent pas très aidé, et pourtant les mouvements ailleurs dans le monde, ils existent. Hein. On parlait tout à l'heure des Iraniennes, Masha Amini, hein, qui est morte et qui a déclenché le mouvement. Peut-être certains ne le savent pas, mais c'est une jeune femme qui est d'origine kurde iranienne. Son vrai prénom c'est Gina. Derrière, elle n'était pas spécialement elle militante, mais ça a redéclenché ou remis en lumière des mouvements qui existent déjà en Iran et pour lesquels, par exemple, l'ensemble est très impliqué sur cette cause kurde. Là, on les a reçus une délégation aussi du nord de la Syrie à Lyon cette semaine. Les écolos avaient déserté les réunions. Je me suis retrouvée toute seule avec la délégation parce qu'ils avaient appris que peut-être il y aurait des gens proches du PKK ou je ne sais quoi. Bah, c'est la vie, les gars. Hein. L'international, voilà, on peut. Donc, en fait, c'est toute cette difficulté à chaque fois. Sur l'Ukraine, c'est la même chose. On n'est quand même encore pas assez nombreux. On a fait en lien avec les Syriens aussi, qui ont vécu les velléités de Poutine. Donc bon, voilà, il faut qu'on construise ça. Cet internationalisme-là, il peut se reconstruire, il peut se faire. Il se fait beaucoup avec des jeunes. Et ils sont présents. Ils ont moins cette culture-là, mais par contre, nous, on doit y être. Et c'est ça qui est pas suffisant dans la NUP, c'est qu'on doit aussi changer nos méthodes. Changer nos méthodes pour aller vers d'autres et changer nos méthodes de militer. Je pense, sinon on n'intégrera pas suffisamment les jeunes dans tout le reste de la gauche. Pourtant, ils sont là, ils militent, ils ont envie de faire de la politique. Dans ma délégation, la métropole de Lyon, je m'occupe de participation citoyenne. C'est pas une mince affaire. Pourtant, on travaille sur, par exemple, l'avenir avec moins d'eau. Comment on va faire. J'étais encore jeudi, je travaille avec des jeunes des quartiers populaires qui disent nous, on a envie de faire de la politique. Quand est-ce que vous venez nous voir? Donc tout ça, ça existe. Et j'espère qu'on y arrivera un peu. On l'a vu, il y en a qui sont à fond là-dessus. Mais vraiment, pour nous, les anciens, et je me mets dedans déjà, c'est ça, c'est de nous réinventer pour faire passer les bons messages, parce que je pense que certains, on en a quand même, mais on ne sait plus les faire passer entre générations. Ça, c'est notre boulot. Alors si la NUPS, c'est ça, ça va le faire. Voilà. Merci. Ouais. On va continuer dans l'international, même si on va pas aller très très loin. Je vais donner la parole à Jean-Claude Renwald, qui est le correspondant suisse, enfin celui qui explique la Suisse aux Français dans DS. Viens Jean-Claude. Il vient de loin, de très loin. Celui qui nous apprend donc que la Suisse n'est pas que le pays des banques. Et des libertariens. Et des libertariens, tout à fait. Mais aussi des luttes sociales, des syndicats. Moins de 4 heures de train, ça va. Mais il y a aussi des banques et des libertariens. Merci Jean-Claude. Bien alors, chers camarades, avant d'en venir au fond, j'aimerais faire 2 remarques préliminaires. La première, pour prolonger ce qu'a dit tout à l'heure Jean-François au sujet de ma ponctualité historique. Ce qu'il n'a pas dit, c'est que durant près de 20 ans, j'ai été le responsable national de la branche horlogère au sein du syndicat UNIA. Et lorsque je faisais des réunions, je pouvais commencer avec à peu près 5 minutes de retard, mais si je dépassais 10 minutes, je passais par la fenêtre. Comme j'avais pas envie de mourir trop jeune, j'ai jamais dépassé 10 minutes.
Et la deuxième remarque préliminaire, c'est pour dire que je connais aussi Gérard depuis un certain bout de temps. Je crois que c'est en 2003 qu'on s'est rencontré à un congrès du PS à Dijon et que c'est depuis là, enfin c'est venu un peu plus tard, que date notre collaboration. Et à quoi s'ajoute le fait, c'est que plusieurs fois Gérard est venu en Suisse au syndicat unien pour faire des conférences, débattre avec les militants. Et par rapport à ce qui a été dit il y a quelques minutes sur l'internationalisme, c'est ce genre de réunion qui jette peut-être les prémices de ce que j'appelle un syndicalisme transfrontalier et qui me paraît d'autant plus nécessaire que chaque jour, il y a des dizaines de milliers de travailleurs frontaliers français qui viennent bosser en Suisse. Sur le fond, je vais vous parler un peu de mon expérience dans la presse militante suisse et plus spécialement dans la presse syndicale. La presse militante suisse, à mes yeux, mais comme à beaucoup d'endroits, elle est, selon moi, beaucoup trop éclatée. Solidarité trotskiste a son petit journal, le Parti du travail communiste a son petit journal, le PS n'a même pas de journal nationaux, mais il y a quelques sections cantonales qui ont leur petit journal, les Verts ont un magazine qui paraît 4 fois par année, il y a des journaux de consommateurs, de locataires, écolos, etc. Et on a une situation assez semblable dans la presse syndicale, puisque sur la douzaine de fédérations que compte l'Union syndicale suisse, qui est la principale faîtière du pays, presque chacune a son petit journal aussi. C'est parfois un hebdo, des fois un mensuel, etc. Et ce qui fait que ces journaux syndicaux ont très souvent un caractère assez corporatiste, parlent beaucoup des éléments qui relèvent de leur fédération, mais assez peu du reste. Alors, lorsque je tiens ce langage, on me dit « oui, t'as raison, mais ces petits journaux correspondent aussi à des identités ». Alors, c'est pas tout à fait faux, mais moi je réponds à cela. Qu'avons-nous à faire de ces petites identités? Est-ce qu'on n'aurait quand même pas besoin d'une plus grande force de frappe face au patronat, face à la droite et face à ce qu'on appelle pompeusement la grande presse? Alors, par rapport à cela, il s'est produit un événement tout à fait intéressant et important dans le monde syndical suisse, voici une vingtaine d'années, à savoir la fusion des syndicats FTMH, qui était le syndicat des métallos et des horlogers, et du syndicat industrie et bâtiment, syndicat de la construction, de l'artisanat et de la chimie. Pardon. Aujourd'hui, UNIA est le plus grand syndicat de Suisse, avec près de 200 000 membres, et représente à peu près la moitié des effectifs de l'USS. Alors, avec les collègues qui s'occupaient aussi de la presse dans l'autre fédération, on s'est dit, on va profiter de cela pour essayer de faire autre chose, pour essayer de faire mieux. Et cette fusion syndicale a aussi entraîné la réorganisation de nos journaux, avec l'apparition de 3 nouvelles publications, tu peux peut-être les faire passer. C'est l'événement syndical, c'est Work en allemand. J'ai malheureusement pas pris l'édition italienne. Et ces journaux, par rapport à ceux d'avant, ont un caractère beaucoup plus interprofessionnel. Ils sont réalisés en bonne partie par des professionnels de l'information, alors qu'auparavant, ils étaient rédigés pour une large part par des permanents syndicaux. À ce propos, il m'est arrivé devant une autre fédération de l'USS qu'on voulait attirer à nous, de dire que les permanents syndicaux ne savaient pas écrire. Évidemment, je me suis fait siffler, mais ce que j'avais oublié de préciser, c'est de dire qu'ils ne savaient pas écrire de façon journalistique, parce qu'il y a quand même un certain nombre de règles en la matière. Cette rédaction de l'événement syndical compte 5 journalistes, dont 4 femmes, et j'en suis très fier, d'autant plus que je les ai nommés les 4. Et il y a aussi une dizaine de pigistes et de correspondants régionaux. Et en plus, ça c'est peut-être assez nouveau dans notre monde, c'est qu'il y a une charte de rédaction signée entre la direction du syndicat et les journalistes. Le journal tire à peu près à 60 000 exemplaires et paraît 40 fois par année. Et par rapport à ce qui a été dit tout à l'heure, je ne trouve pas le collègue qui l'a dit,
c'est que je crois que nous sommes quand même parvenus, on peut toujours s'améliorer, mais parvenus à faire un journal syndical populaire, compris par le grand nombre de nos membres, de nos militants. D'ailleurs, une des meilleures preuves, c'est qu'il y a de temps en temps des sondages qui sont aussi faits en Suisse sur la presse associative, et je crois que nous sommes au 2e rang en termes de taux de lecture de la presse associative. Évidemment, il y a beaucoup de problèmes. Un des grands problèmes, ce sont les tarifs syndicaux, et on a ramassé aussi un coup assez dur sur la tête au début de cette année, lorsque d'un référendum, une loi sur l'aide à la presse a été rejetée par 55% des votants, alors qu'il y avait tout de même dans ce projet 150 millions à disposition des médias, surtout des petits et des moyens journaux et des radios locales. Voilà ce que je pouvais vous dire à ce sujet, et je conclus en vous disant une chose, je sors un petit peu de mon propos, c'est que j'ai souvent l'impression qu'en France, on mesure peu l'influence des choses qui se passent dans ce pays sur la Suisse en général et sur la Suisse romande en particulier. Et évidemment, ce qui se passe dans la gauche française, en bien ou en mal, a aussi un certain nombre d'incidences sur la gauche de Suisse romande. Raison pour laquelle je vous encourage vivement à poursuivre le travail de construction unitaire que vous avez entamé. Et là, c'est mon petit coup de pub. Si vous voulez en savoir un peu plus sur le sujet, je viens de publier un petit bouquin dont un chapitre est consacré à cette construction unitaire. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Jean-Claude. Alors, simplement une précision. Moi, j'ai oublié de préciser que Jean-Claude avait été conseiller national suisse de 95 à 2011, si je ne m'abuse, et vice-président de l'Union syndicale suisse, à peu près dans les mêmes dates. Voilà. Alors, j'ai juste une petite question. Est-ce qu'il y a, je sais qu'on devait peut-être avoir un message d'Henri Malher d'Acrimed. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un d'Acrimed dans la salle. Non. Oui. Du coup, vous avez le message dans... Mais si vous voulez, vous pouvez venir parler pour Acrimed. Non? Ok. En pensée. Gérard dit si, mais... bon, on a une pensée pour Henri Malher, donc qui n'a pas pu être parmi nous aujourd'hui parce qu'il est malade. C'était ce qu'a dit tout à l'heure Jean-François. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui veut prendre la parole avant que je ne cède la parole à Gérard? Parce que Catherine m'a dit que tu étais d'accord pour parler à la cafeté, et et donc du coup, comme tout le monde parle de toi, tu peux pas ne... Catherine m'a dit que tu étais pour. Avant Gérard, il y a quand même Francis Citel pour la revue Contre-temps. Ah. Parfait. Allez, Francis trépigne depuis tout à l'heure. Viens. Tiens. Devant la caméra. Merci. Devant la caméra. Merci de l'invitation. Et si j'ai bien compris, la règle du jeu, c'est qu'on a le droit de parler de soi, et que c'est pas un signe de narcissisme, c'est une volonté de partage. Et le partage dans ce petit espace qui est le nôtre, qui est celui de la presse politique, de la presse militante, qui est bien loin de la presse des milliardaires, comme ça a été dit. Nous, j'ai l'impression qu'on calcule au mieux en milliers d'euros et souvent en centaines d'euros. Donc on est loin du compte, et on voit que en face, ils sont très puissants, qu'ils ont le pouvoir, qu'ils ont l'argent, et que nous, on a notre volonté qui est celle des espèces en voie de disparition. Bon, cela dit, quelques mots sur Contre-temps, malgré tout. Donc c'est une revue trimestrielle, c'est une revue politique, engagée, c'est une revue qui cultive l'internationalisme, puisque le problème a été posé. Je regardais les derniers dossiers, c'est la Chine, c'est l'Ukraine, c'est l'Algérie, c'est la Nouvelle-Calédonie. Voilà, nos derniers numéros. Donc ça montre que c'est une dimension importante. C'est une revue qui, donc trimestrielle, avec des articles de plusieurs dizaines 20 000, 30 000, 40 000 signes, donc qui va à contre-courant
de ce que sont aujourd'hui les habitudes de lecture, qui sont très loin. Donc c'est une ambition de faire lire cette revue, parce que c'est difficile, il y a beaucoup d'obstacles, et bon, on est à contre-courant, on est à contre-temps, mais on est menacé d'être hors du temps, d'être de demander trop par rapport à une époque où ce qui domine, c'est la vitesse, l'éphémère, la rapidité de réaction. Bon, voilà, on assume tout ça et on l'assume dans la continuité. Alors, nous n'avons que 13 ans pour Contretemps, mais on s'inscrit dans une continuité qui était celle de la revue de la Ligue, qui était Critique communiste. Donc ça nous renvoie à 34 années. Donc la continuité est assurée, et l'obstination qui est la vôtre, je pense qu'elle est aussi la nôtre, et qu'elle est celle de tous ces médias qui résistent à ce rapport de force très, très défavorable. Pour pas être trop long, je voudrais revenir sur ce que disait Daniel. Il manque quelque chose à la gauche, certainement, qui est ce média populaire. Mais à l'autre bout de la chaîne, il manque l'opposé. C'est-à-dire une revue qui soit une revue où, pas comme dans les nôtres, où l'efficacité en termes d'audience est symétriquement contraire aux efforts qui sont faits, au travail qui est fourni. Donc il manque un média qui soit un média populaire, effectivement, je crois, mais il manque aussi à l'autre bout une revue qui ne soit pas les petites revues qui sont les nôtres, mais qui soit une revue qui soit apte à relever le défi qui est aujourd'hui posé à la gauche, c'est-à-dire de réhabiliter le travail de réflexion, le travail de débat, et qu'il y ait une audience qui fasse que l'efficacité soit là, soit à la mesure des moyens qui sont mis en œuvre et des efforts qui sont faits. Et ça, malheureusement, ce ne sont pas les organes de presse, ce ne sont pas nos moyens dans leur diversité, dans leur richesse qui pourront faire ça, ce sont les organisations politiques. C'est de ce côté-là que pourra venir, et on retrouve les problèmes dont nous discutons, qui sont les problèmes de quelle est la force politique qu'il faut construire pour assumer les défis qui sont les nôtres dans la situation actuelle, pour mener, la lutte des classes et essayer de la gagner. Est-ce qu'on a oublié quelqu'un? Est-ce que quelqu'un d'autre... Devant la bronca générale, s'il n'avait pas pris la parole, on va quand même donner la parole à Gérard, vu que quand même il en a été beaucoup question dans cet après-midi. Je vous préviens, il est un peu fâché. Oui, je vais le faire. Vous voulez pas non, parce qu'il ne s'agit pas d'une question de personne, mais de passage de témoin. Ce qu'il s'agit maintenant, c'est que la nouvelle équipe fonctionne. C'est Jean-François. Et c'est lui qu'il faut, avec tous ceux qui travaillent. Cette revue n'aurait pas existé. Et quand on personnalise la politique, on dépolitise les personnes. Donc il faut surtout pas. Je vous remercie pour les hommages qui ont été faits, mais c'est justement ce que je veux pas et que je ne voulais pas à cette occasion. Et donc c'est pour ça qu'on est tous là et qu'on a tenté de réunir absolument toute la gauche. Il nous manque presque personne, et ceux qui vont venir viendront. Et la prouesse, c'est d'avoir mis tout le monde dans cette salle. Tout le monde avec une volonté militante, d'avoir mis tout le monde avec son journal, sa revue, son écho, son émission de télévision, son mensuel, côte à côte. Si j'ai un mot de politique, je vais vous dire tout simple. Moi, je suis pour un parti avec nous tous. Oui, avec nous tous. Avec nous tous. Je suis pour une maison commune où nous soyons tous ensemble. Ça fait tellement longtemps que nous nous connaissons, que nous avons travaillé, que nous avons fait des efforts, des articles, des revues, des meetings, etc., qu'en fait, c'est le fait que nous ne soyons pas dans une maison commune aujourd'hui qui manque le plus. Et au travers de son combat pour l'unité, la revue collective, qui est déjà une unité, qui a cherché à s'ouvrir, qui a cherché à faire écrire un tel, puis un tel, on téléphone, allez, on veut encore un peu de Ruffin, on veut encore un peu...
Parce que c'est la seule façon de transcender la situation dans laquelle nous sommes. Tous les gens attendent. Attends, les 10 millions de pauvres, le salaire médian est à 1780 €. Il y a 6 600 000 chômeurs. Ils mentent surtout. Il y a bien 6 600 000 chômeurs. Le chômage n'a pas baissé, ce n'est pas vrai. Il y en a que 40% qui sont indemnisés. Il y a aucun argument pour la retraite à 65 ans, sinon de nous piller davantage. Ils mentent. Et on sait tout ça, et parce qu'on n'est pas tous ensemble, on n'arrive pas à les bloquer, et on n'arrive pas à les mettre au pied du mur, parce qu'en vérité, on a le salariat pour nous. On me dit, Ruffin, il dit, faut pas utiliser des beaux mots, on va mettre une pièce à chaque fois qu'on dit le mot salariat. Salariat, c'est un beau mot. C'est ceux qui n'ont que leur force de travail à vendre. Ceux qui n'ont que leur force de travail. On est tous pareils, de l'ingénieur au balayeur, dans la Somme ou dans la Seine-Saint-Denis. On est tous pareils, de ce point de vue-là, parce qu'on a les mêmes... Oh oui, mais alors, j'ai pas la même vision de la radicalité que toi. Oui, mais je me souviens qu'il y a ça. Et puis encore, il y a ceux qui... C'était bien d'avoir le Parti Socialiste par Laurent Maubel ici, et d'avoir Léa Filoche pour Génération, et d'avoir le Parti Communiste par Anthony Duguay. C'est le secrétaire général, il a remplacé au pied levé le directeur de l'Humanité. Mais ils sont quand même tous venus pour une petite revue dont aucun journal n'a jamais parlé. Aucun journal n'en a jamais parlé. Cherchez. Elle paraît depuis... Elle a fait des scoops, hein. Oui, on s'en souvienne pas parce qu'il n'y a pas eu reprise du scoop. Elle a été pris des positions politiques avant les autres, les gens le savent que ceux qui la lisent. Depuis le numéro 1, on a fait le compte, il y a eu 12 000 abonnés. 12 000 abonnés. Et puis il a fallu se battre pour chaque abonné, un à un, en relançant téléphone. Ah, tu pourrais pas, t'es en retard. Oui, non, t'as cotisé l'année dernière, il reste encore cette année. Comme tous ceux qui ont fait des revues, comme tous ceux qui ont fait des journaux, et qui, au travers les journaux, ont essayé de construire, de donner une unité, de donner une pensée. Les pensées de DS, hein, c'est simple, le salariat. C'est notre base sociale, nous sommes 30 millions. Il y a un siècle, nous étions 3 millions. Nous sommes 30 millions et ils nous reprennent ce qu'on a mis un siècle à gagner quand on est 30 millions. Ce qui est anormal. Et après, le salariat, c'est la démocratie. Il faut s'entendre, il faut s'écouter, il faut se respecter. Quand on veut s'unifier, il faut reprendre les gens dans la position, la dignité antérieure. Il faut les respecter dans leur sensibilité. Tout le monde a le droit d'être un peu gauchiste, tout le monde a le droit d'être un peu droitier, d'avoir une avis sur ça. Il faut chercher ce qui nous unit. Et ça, c'est le troisième mot, c'est l'unité. Et ça, tout le monde s'est un peu foutu de nous. Là. Qu'est-ce qu'il a fait, qui a dit unité tout à l'heure, là. Il cause que ça va sur Ruffin, non, je sais plus. Mais alors on me dit l'unité, c'est pas la parole, c'est l'action. On agit, hein. On agit. On était NUPES avant la NUPES, et maintenant on a ça en grand, hein, et avec la construction. Et on a fait un comité de liaison Clio pour arriver à construire. Et on essaie de rassembler ses forces pour qu'elles pèsent, pour être entendues, pour construire. Et Francis Sitel dans l'ensemble. Et ceux qui sont dans chacune des revues qui sont venus là, ils sont venus grâce à ça. Mais justement, c'est pas personnalisé. Justement, c'est pas une question la ténacité, elle a été collective. Et l'opiniâtreté, la constance, elle est collective. Et pourquoi je voulais pas dire tout ça ? Parce que c'est à vous maintenant. Enfin, c'est toi. Jean-François, c'est quand même pas n'importe qui. C'est un docteur en histoire. Il a fait des bouquins sur le congrès de Tours. Il a fait des bouquins sur la Révolution allemande. Il a fait des bouquins sur les jeunes socialistes. Il a écrit sur sa rubrique, avec Julien Guérin qui est là aussi, sa rubrique qui est dans la rubrique de DS. Hein. Parfois, vous tournez peut-être la page sans la lire. Mais lisez les pages sur la montée du nazisme en Allemagne. Vous n'aurez pas beaucoup d'articles comme ça qui vous le diront dans toute la presse. Donc il y a des gens comme ça. Puis après, quand on peut parler et qu'on peut s'expliquer, il n'est pas là. Mais il y a Philippe Lewandowski qui a fait un post-it Palestine depuis 30 ans, pratiquement 28 ans, avec toujours la question des droits démocratiques. Il n'y a pas une revue, je crois, qui en 30 ans n'a jamais manqué d'avoir une page pour défendre le peuple palestinien. Ça n'est jamais dit sur notre propre. Voilà. En 30 ans. Et après, elle était dans les batailles. Les gens s'en foutent. Ces batailles sur les 35 heures, c'était du détail, mais c'était du détail précieux. C'est comme la bataille sur les retraites, c'est du détail précieux. Comme la bataille pour le non TCE, où la revue a sorti acrobatiquement. On a fait ça en 2005, on a fait ça ensuite. Et donc cette revue-là, elle est un tout. Hein. Il y a une partie sociale, longue, forte, durable.
Il y a une partie historique, profonde, très documentée par quelqu'un qui l'est particulièrement. Il y a une contribution de chaque numéro, il y a 15, 16, 17, 18 rédacteurs, regardez bien, c'est pas fait par une personne, surtout pas fait par une personne. C'est fait chaque fois par un collectif, et chaque fois chacun y a mis, et ils sont pas toujours connus, ils sont pas toujours relayés, il n'y a pas toujours les caméras, il n'y a pas toujours la lumière sur eux, mais ils l'ont fait. Et ce collectif militant, il est au cœur de la gauche. Il demande aux camarades d'ensemble de travailler ensemble. Il demande aux camarades de génération, alors ça me va mal de dire ça à ma fille, mais il faudrait qu'on fusionne. Je le dis aux camarades de Nouvelle Donne, elle est partie Anne Essel, mais vous avez vu Anne Essel qui est ici, c'est une femme remarquable. La fille de Stéphane Hessel, mais elle est d'une continuité, d'une honnêteté, d'une clarté. Elle était là, bon, elle le dit elle aussi, elle dit il faudrait l'unité, qu'on soit effectivement tous ensemble et qu'on arrête de gaspiller nos forces. On pourrait se respecter avec des statuts. Les camarades de ex-GRS là, qui sont là, du Club Jaurès, qui viennent de rejoindre GDS quand même, on fait une petite fusion. On fait une petite fusion. Mais moi, mon idée des petites fusions, c'est qu'elles appellent des grandes. On se connaît assez pour avoir confiance dès qu'on a des bons statuts. Alors, Ruffin, il me dit toujours, moi, la politique, ça m'emmerde, c'est la marmaille. Il faut pinailler, il faut tout ça, etc. Il a raison, parce que il faut de la marmaille, il faut pinailler, voilà. Mais en même temps, on peut pas ne pas le faire. Et si on règle vite la question des droits démocratiques, de la démocratie, des statuts, du respect, du vote, du respect les uns des autres, alors on peut y arriver. Alors, vous avez vraiment voulu que j'intervienne. Ça valait le coup, merci. Bon, est-ce que quelqu'un veut prendre la parole après Gérard ? Non, je ne crois pas. Donc on va s'arrêter là.